Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo et je vais vous parler des lectures que j'ai faites durant le mois d'avril et de mai. Les deux sont combinés puisque je n'ai pas vraiment beaucoup lu en mai, donc je vous les présente tout de suite. Le premier livre que j'ai lu, il s'agit de Traqué d'Andrew Fukuda aux éditions Michel Lafon. Donc ça c'est la collection Poche, je suppose que c'est la collection. Donc c'est le premier tome d'une trilogie je crois. J'avais acheté ce livre sans vraiment avoir lu les chroniques avant et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient pensé des choses négatives à propos de ce livre et donc j'étais un peu déçue, j'avais pas vraiment envie de me lancer dans ma lecture. Donc ce livre il parle d'un jeune garçon qui s'appelle Gene qui est un humain et il vit parmi un monde de vampires. Gene est l'un des derniers humains qui vivent à ce jour. Il doit donc se fondre dans la masse et c'est assez difficile pour lui. Mais malgré tout, ça fait 17 années qu'il vit, donc il arrive quand même malgré tout à se fondre vu qu'il n'a toujours pas été dévoré. Tout va mal pour lui puisque il va devoir participer à la chasse homifère. C'est une chasse donc qui est organisée selon un tirage du loto, enfin une sorte de loto. Et il va être tiré au sort, enfin ses chiffres vont sortir et donc il va être envoyé pour participer à la chasse homifère. Donc la chasse homifère c'est une chasse, comme son nom l'indique. Et les homifères, ce sont en fait, les homiférés, ce sont les humains, qui sont appelés comme ça par les vampires. J'ai bien aimé le personnage de Gene, puisque c'est un garçon qui paraît comme les autres, qui essaye de se fondre dans la masse, même s'il est assez maladroit et qu'à plusieurs reprises, il est presque découvert, son identité est presque découverte, il arrive quand même à s'en sortir grâce à une fille notamment, mais il se rend pas vraiment compte qu'elle fait ça pour lui. Donc il y a une sorte de petite romance qui se met en place, mais pour le moment elle n'est pas vraiment omniprésente et elle prend pas vraiment beaucoup de place. Il va se retrouver malgré lui embarqué donc dans la chasse homifère. Gene va apprendre à connaître les humains et à connaître leur point de vue, puisque eux les humains vivent toujours que dans leur communauté et ils ne côtoient pas les vampires bien sûr. Donc Gene qui lui se sent anormal face aux vampires, et il va se retrouver confronté à la vision des humains même si ils se parlent pas beaucoup et il va un peu se poser des questions, enfin vraiment très peu pour le moment. Donc c'est un héros vraiment qui n'a pas envie de sauver le monde, qui ne cherche pas à faire de grandes choses mais qui cherche juste à sauver sa peau. Donc j'ai trouvé que les personnages étaient assez bien faits. L'univers, c'est un univers qu'on connaît un peu quand même parce que le fait de la traque, de chercher des gens, d'avoir une sorte de tirage au sort, on sait déjà que Gene va être de la partie. Le fait de chasser, voilà, de chasser quelque chose, ça c'est déjà vu et revu. Un Hunger Games, quand les gens vont s'entretuer en fait, c'est un peu la même chose qui se passe ici, sauf qu'il tue des humains. C'est des choses qu'on a quand même assez souvent vues. Malgré tout, j'ai bien aimé le fait que les vampires soient ceux qui sont entre guillemets les normaux et que les humains, ceux qui sont les seuls restants, qui doivent être une dizaine sur Terre, sont ceux qui sont traités d'anormaux en fait et même appelés les homiférés. J'ai trouvé que c'était un peu dommage que Gene arrive toujours à sauver sa peau au dernier moment et ça faisait pas très réaliste. En plus, ça fait 17 ans qu'il vit comme ça, qu'il vit avec les vampires et les vampires sont censés être des personnes, sont censés être des créatures qui ont un odorat très développé et qui arrivent à sentir quelque chose très loin, à très longue distance. Sauf que là, Gene est vraiment à côté d'eux et ne se rendent même pas compte que l'odeur d'homiféré émane de lui. Ils auraient pu depuis longtemps se poser des questions, mais non en fait. Donc j'ai trouvé soit que l'auteur avait envie de vraiment faire passer les vampires pour des créatures idiotes, complètement bêtes, ou soit que c'était vraiment un détail qu'il a laissé comme ça pour pas s'embêter en fait. Donc ça a été quand même une assez bonne lecture pour moi, même une plutôt bonne lecture, donc je lui ai mis 8 sur 10. J'ai ensuite lu Déserteur, le tome 2 de la trilogie Imposteur de Suzanne Winokur aux éditions Robert Laffont Collection R. Donc je vous avais parlé il y a pas si longtemps que ça du premier tome que j'avais plutôt bien aimé. Là donc on retrouve Tessa, j'ai beaucoup aimé le premier tome parce que ça changeait un peu de l'ordinaire. On retrouvait Tessa qui est une jeune fille qui a un don particulier, qui peut voler l'apparence des gens. Et elle a été recrutée par une branche du FBI qui recrute les gens qui ont des dons particuliers pour faire des missions spéciales. Elle a été recrutée pour remplacer une personne qui est morte et pour retrouver le tueur.
J'ai beaucoup aimé l'effet un peu thriller, l'effet on ne sait pas si on sait pas qui est le tueur, on ne sait pas quand est-ce qu'il va se manifester, tout ça. Et là dans ce deuxième tome, j'ai trouvé qu'on retombait un peu dans quelque chose d'ordinaire, quelque chose qu'on voyait assez souvent dans la littérature young adulte. Là donc elle va se rendre compte, donc on croit que donc tout est fini, que tout s'est bien passé, qu'elle va pouvoir enfin se reposer. Et finalement, il y a un retournement de situation, elle se rend compte que tous les gens en qui elle avait confiance l'ont complètement trahi en fait, et que tout ce qu'elle croyait être vrai était complètement des bêtises en fait. Elle est vraiment en colère contre les gens et elle décide de partir. Elle part d'abord pour sauver son amie, Holly, et elle part aussi parce qu'elle est un peu contrainte. Elle est triste de quitter en fait le FBI, tout ça, mais elle a plus confiance en personne, donc elle s'en va. On va rencontrer sa mère, donc j'avais quand même hâte de connaître un peu, de savoir des choses sur le passé de Tessa, puisque dans le premier tome, on savait qu'elle avait été abandonnée par sa mère et qu'elle n'avait pas connu son père. On va rencontrer sa mère et on rencontre son père vraiment tout à la fin du livre. Et j'ai été déçue que ça se termine aussi abruptement parce que j'avais vraiment envie d'en savoir plus. C'était là où ça commençait à être intéressant et c'est là où ça s'est arrêté. Alors ce tome-ci, je l'ai clairement moins aimé que le premier tome, qui était pour moi vraiment une bonne lecture, où il se passait des choses différentes de ce que je pouvais lire d'habitude, une sorte de mission que la fille devait accomplir. Et là, j'ai trouvé que c'était quelque chose qu'on avait déjà revu, et revu, quelque chose où il y avait une fille qui découvrait la vérité sur des gens qui étaient très proches d'elle, et qui va vouloir partir pour X ou Y raison. Mais j'ai trouvé que c'était quelque chose qu'on avait déjà vu assez souvent. J'ai aussi trouvé que les dialogues prenaient une place beaucoup trop importante comparée à l'action qui aurait pu se passer dans ce tome-ci. Je lui ai donc mis la note de 7 sur 10. J'ai ensuite lu Black Eyes de Becca Fitzpatrick aux éditions Le Masque, collection MSK, et ça a été vraiment une superbe lecture pour moi. Je vous avais dit que, en vous le présentant dans mon book haul, je vous avais dit que j'étais pas sûre d'aimer le genre thriller et que ça serait une sorte de test en fait pour le lire, parce que j'avais vraiment envie de le lire à cause de la couverture, du synopsis qui m'avait l'air un peu mystérieux, tout ça. Donc l'histoire de ce livre, c'est une jeune fille qui s'appelle Brit qui veut partir pendant les vacances de printemps à la montagne avec sa meilleure amie Corby pour une petite randonnée en fait, pour se faire des vacances entre amis. Sauf qu'elles vont rester coincées pas à cause d'une chute de neige très importante. Elles vont rester coincées dans leur voiture tout d'abord, et ensuite elles vont, au lieu de mourir congelées, elles vont décider de sortir et d'essayer de s'abriter quelque part, et elles vont tomber sur un chalet, et elles vont découvrir donc à l'intérieur de ce chalet qu'il y a deux jeunes hommes très mystérieux, et qui vont les accueillir dans ce chalet, l'un très ouvertement, qui va être très heureux de les voir, et un deuxième qui va être très froid et qui a plutôt pas du tout envie de les voir. Donc déjà ces deux personnages ont l'air très mystérieux et on se demande ce qu'ils font là déjà dans ce chalet par une tempête de neige aussi importante, tout ça, donc on se pose plein de questions. C'est pour ça que j'avais très envie de lire ce livre. Alors par où commencer? Déjà les personnages, alors déjà le début, j'étais un peu sceptique puisqu'au début on rencontre Brit et je croyais qu'on allait déjà partir à la montagne, que ça commençait comme ça. Sauf qu'on se retrouve dans leur ville, tout se passe très bien. Et je me suis demandé pourquoi est-ce que l'auteur voulait nous introduire l'histoire comme ça, que tout se passe bien au début. Je me suis dit, ça va nous durer la moitié du roman, et la dernière moitié, ça sera juste sur la montagne. Et j'avais un peu peur au départ. Sauf qu'en fait, le début, on rencontre Brit, et on apprend en fait sa relation avec les autres personnages, et ça met vraiment bien en place l'histoire. Brit, donc, c'est une jeune fille qui est sortie avec un garçon qui s'appelle Calvin, qui est aussi le frère de Corby. Sauf que Calvin a cassé avec elle, l'année passée, et c'est lui qui va devoir les accompagner au chalet, qui va devoir les accompagner à la montagne parce que les parents de Corby se font un sang d'encre, ou les parents de Brit, je me rappelle plus. Enfin, ils ont besoin d'un chaperon pour les accompagner à la montagne parce qu'ils ont peur que ça se passe mal. Donc Brit, elle sait pas trop comment réagir face à Calvin, elle sait pas trop comment lui parler, tout ça. Et donc ça commence un peu comme ça commence comme une histoire en fait un peu en contemporain normal. Et j'ai trouvé que c'était une très bonne en fait introduction. Après avoir fini le livre, je me suis dit que ça ne pouvait que commencer comme ça, parce que si on était rentré dans le vif du sujet, le lecteur aurait été un peu perdu.
Ensuite, donc j'ai vraiment aimé l'atmosphère du livre. Tout au long, on sent une sorte d'oppression, un sentiment aussi glacial parce que les personnages sont toujours dans le froid. On se demande, moi je me suis vraiment demandé si l'héroïne allait mourir un jour ou si elle allait réussir quand même à survivre à cette épreuve qui est vraiment horrible en fait. J'ai adoré le personnage de Brit, qui est une jeune fille qui est complètement banale en fait. Au départ d'ailleurs, c'est ça qui l'introduit en fait. Quand on voit Brit, ben, c'est une jeune fille qui se pose des questions sur son ex, comment elle va réagir, tout ça. Et tout au long du roman, ben, elle va devoir s'endurcir, elle va devoir prendre son courage à deux mains et essayer de sortir de cette... de sortir de cette horreur en fait. Tout au long du livre, elle va devoir s'endurcir et essayer d'échapper en fait aux ravisseurs, essayer d'échapper au froid, essayer d'échapper à la tempête en fait, tout ça qui l'entoure. Vraiment à la fin du livre, ben, on la sent endurcie, on la sent renforcée, on la sent plus courageuse en fait. Et alors qu'au départ, c'était une fille complètement simple, complètement banale, qui n'avait pas l'étoffe d'une héroïne. Ensuite, les personnages masculins sont aussi très bien. Il y a un mystère en fait autour des deux personnages qui sont dans le chalet. Voilà. Et qui se développe petit à petit en fait, surtout vers la deuxième moitié du roman, je dirais. Ensuite, j'ai trouvé qu'il y avait quand même une atmosphère assez glauque, puisqu'il y a une histoire de meurtre, une histoire, voilà, qu'on ne sait pas trop qui c'est qui a tué qui, qui est cette personne qui a été tuée, parce que la personne, on la reconnaît même pas tellement elle est défigurée, on va dire. Et il y a des choses quand même assez bizarres qui se passent et on se pose des questions sur l'identité du tueur et surtout sur les motivations. Donc j'ai vraiment adoré ce livre, je lui ai mis 9 sur 10. C'est avec plaisir que je retenterai l'expérience avec d'autres thrillers. D'ailleurs, j'ai toujours pas lu Hush Hush de Becca Fitzpatrick, qui est, je crois, une série sur les anges. Les anges, c'est pas trop mon truc, mais si l'histoire est aussi captivante, aussi intéressante, avec plein d'actions et tout ça, je pense que je tenterai le coup. Le dernier livre dont je vais vous parler, il s'agit de Divergente raconté par 4 de Véronique Ross aux éditions Nathan. Alors ce livre aussi, j'avais envie de me le procurer simplement parce que j'ai adoré la saga Divergente. J'avais envie de me replonger dans l'univers de l'auteur, de retrouver sa plume, et franchement, j'ai pas du tout été déçue. Ce qui m'a manqué un peu, c'est juste que j'avais envie de trouver Tobias et trouver Triss aussi. D'avoir un peu sa relation, comment lui il la voyait, Triss, qu'est-ce qu'il pensait d'elle, tout ça. Et j'ai trouvé que ça manquait un peu parce qu'on retrouve surtout Tobias dans son insertion chez les audacieux. On trouve Tobias au début qui est un jeune garçon qui est altruiste et donc on le voit durant la cérémonie du choix, durant sa vie à la maison. Donc on voit son passé avec Marius, donc son père qui le battait, tout ça. On voit les choses horribles qui lui est arrivées. On voit aussi les moments qu'il a passés avec ses amis, Zeke, tout ça, avec les liens qu'il a tissés avec les gens des audacieux. Donc j'ai pas grand chose à dire sur ce livre, mais je l'ai bien aimé et je lui ai mis 8 sur 10. Si vous avez lu mon dernier book haul, vous avez vu que j'ai acheté un livre en anglais et c'est mon premier livre. Et donc je suis en train de le lire. Il s'agit de Since You've Been Gone de Morgan Matson aux éditions Simon & Schuster. Pour le moment, j'en suis pas très loin. J'avance quand même assez doucement parce que même si c'est un contemporain et qui se lit assez facilement, il y a quand même des mots que je comprends pas et j'ai besoin d'aller voir sur internet, sur Reverso par exemple, ou voilà, enfin bref, je suis obligée de me débrouiller pour aller chercher un peu la signification de certains mots. Pour le moment, j'en suis à la page 90, donc j'ai pas beaucoup avancé parce que ça fait quand même pas mal de temps que je l'ai reçu. Mais j'essaie de pas non plus faire une overdose d'anglais et de me dégoûter en fait parce que j'avance vraiment pas vite. Sachant aussi que le livre fait 450 pages, c'est quand même pas mal je trouve. Enfin, je savais pas qu'il était aussi gros donc j'aurais peut-être dû commencer par un livre qui faisait plutôt 200 pages que 450 pages. Mais au moins comme ça celui-là il me durera assez longtemps, sachant que les grandes vacances arrivent. Je pourrais peut-être mieux me plonger dedans et passer plus de temps dessus. Donc si vous savez pas de quoi ça parle, c'est une jeune fille qui s'appelle Emily qui a une meilleure amie qui s'appelle Sloane. Et cette jeune fille un jour disparaît. Donc Emily se retrouve complètement seule, elle se sent abandonnée. Et elle va essayer de la chercher partout, sauf qu'elle ne la trouve plus. Elle ne lui a laissé aucun indice sur où elle est partie, pourquoi elle l'a fait. Elle lui a juste laissé une liste de choses à faire.
Donc comme par exemple des choses complètement bêtes ou des choses presque impossibles à faire. Donc derrière il y a écrit danser jusqu'au petit matin, enfin danser jusqu'au matin, embrasser un étranger ou voilà, faire des choses un peu bizarres quoi, des choses qu'on fait pas tous les jours. Donc pour le moment c'est un bon livre, même s'il n'y a pas vraiment beaucoup d'action vu que c'est un contemporain. Mais j'avance doucement, mais j'espère que j'arriverai quand même à le finir et que je l'abandonnerai pas. Voilà. Ensuite, je lis parallèlement à ça Fracturé de Terry Terry, donc c'est le deuxième tome d'Effacé aux éditions La Martinière J-Fiction. Enfin, La Martinière Jeunesse, voilà. Donc dans le premier tome, on avait découvert Kila, qui est une jeune fille qui a été effacée. Soi-disant, donc les gens qui se font effacer, c'est des gens qui ont commis des crimes par le passé. Et dans le tome 1, elle venait de sortir de son effacement, donc elle était une nouvelle personne. Et elle essayait de se reconstruire, d'apprendre à vivre en fait parmi les gens, d'apprendre de connaître la société, connaître les gens qui l'entourent. Voilà. Sauf qu'elle est un peu différente des autres et elle s'est rendue compte qu'elle avait certains souvenirs, certains cauchemars, certains souvenirs qui ressurgissaient. Elle savait pas si c'était vraiment des souvenirs de sa vie passée ou si c'était juste son cerveau qui lui jouait des tours et si c'était des choses qu'elle s'inventait elle-même. Elle est tombée amoureuse d'un garçon qui s'appelle Ben et elle l'a entraîné un peu dans sa quête pour savoir qui elle était avant. Dans ce tome-ci, on continue on la suit, elle continue sa quête, elle essaye de savoir qui elle a été vraiment, elle rencontre des gens qui l'aident pour savoir qui elle a été, si elle a envie de redevenir cette personne ou au contraire si elle a envie de continuer à être Kila ou voilà. Donc là j'en suis à la moitié à peu près, j'en suis à 160 pages. Et j'arrive difficilement à avancer. Déjà le tome 1 j'avais un peu peiné parce que je sais pas, soit c'est l'écriture de l'auteur que j'arrive pas trop à rentrer dedans, enfin soit c'est l'univers qui est pas bien parce que j'avais vraiment beaucoup d'attentes pour le premier tome. J'avais envie de connaître voilà l'univers un peu, l'effacement, les souvenirs, tout ça, j'aime bien ce style d'histoire. Sauf que ça n'a pas vraiment été comme je l'attendais. C'était voilà, c'est peut-être l'héroïne que j'aimais pas trop, ou je sais pas, voilà, j'arrive pas trop à adhérer à l'histoire en fait. Donc dans ce tome 2, ça continue un peu, j'avais envie de le lire quand même parce que j'avais plusieurs questions en tête, notamment pour savoir si ses souvenirs étaient vraiment voilà, dans ses cauchemars ou s'il y avait d'autres choses. Donc j'avais quand même envie de continuer ma lecture, de prendre le tome 2 et pour en savoir plus en fait sur Kila, sur qui elle a été, tout ça. Donc même si j'avance doucement, j'espère quand même ne pas abandonner ce livre. Voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. S'il y a un de ces livres qui vous intéresse, n'hésitez pas à les voir dans la barre d'infos, je vous mettrai les liens vers des synopsis plus détaillés si cela vous intéresse. De plus, s'il y a un de ces livres qui vous intéresse, si vous avez quelque chose à dire à propos de livres, n'importe quoi, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire aussi. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao! Coucou! Et oui, me revoilà, donc ça a été très rapide, alors j'ai décidé de coller cette vidéo de mon bilan du mois de mai, sachant qu'il n'y a qu'une... je vais essayer de faire vite, sachant qu'il n'y a qu'une lecture que j'ai effectuée durant le mois de mai. Comme je vous le disais, c'est Fracturé, que j'ai mis vraiment beaucoup de temps à terminer. Donc je vais vous donner mon avis, je vais essayer d'être rapide parce que je sais que la vidéo est déjà assez longue. Je vous parle du livre que vous venez de voir il y a quelques secondes, donc il s'agit de Fracturé, de Terry Terry toujours. Donc le premier tome... on suivait donc Kila, tout ça, donc là on retrouve Kila. Donc on avait quitté Kila à la fin du premier tome. Il y avait quelque chose qui s'était passé avec Ben, donc avec le garçon qu'elle aime, et quelque chose d'horrible. Et dans le deuxième tome, Kila est effondrée en fait. Et donc elle essaye de se reconstruire petit à petit. Il y a des personnages qui sont là pour l'aider. Et il y a des nouveaux personnages qui entrent en scène et qui sont là aussi et qui vont en fait mettre plutôt du désordre dans ses sentiments parce qu'ils vont essayer de lui dire qui elle a été avant. J'étais un peu perdue au début en fait, je crois que c'est comme ça que en fait j'ai eu du mal au début et que ça a mis un peu de temps. C'est qu'au début on apprend Kila apprend des choses sur sa vie passée et il y a quelqu'un qui lui explique comment ça s'est passé, pourquoi son effacement n'a pas complètement marché.
Et donc on se retrouve avec Kila qui a plusieurs personnes en une seule, qui a plusieurs personnalités, elle est perdue. Moi j'ai été un peu perdue aussi, j'avoue, à certains moments je savais pas vraiment comment ça s'était passé, qui elle était vraiment, tout ça. Donc la première partie du livre est un peu comme le premier tome pour moi. Dans le premier tome, on avait surtout, donc on découvrait le début de la vie de Kila. Elle essayait de discerner les gens en qui elle pouvait avoir confiance, des gens qui n'étaient pas de son côté en fait, qui étaient contre les gens qui aimaient pas les effacer parce que c'était des criminels, tout ça. Et dans la première partie, Kila elle essaye aussi de savoir si elle peut avoir confiance en certaines personnes, les nouvelles personnes qui viennent lui apporter des informations. Et elle essaye de savoir si elle peut vraiment leur faire confiance ou pas. Et au bout d'un moment, elle est tiraillée en fait entre deux côtés, entre le LRU, donc qui est l'association, on va dire, enfin une association, un groupe de personnes qui se bat pour lutter contre l'effacement, parce que c'est immoral tout ça. Et donc ils veulent ils veulent faire une révolution pour renverser le gouvernement mis en place. Et de l'autre côté, on a les Lorders. Donc en fait, je sais pas trop comment appeler ça, mais on a de l'autre côté le gouvernement. Et dans le gouvernement, en fait, on n'a pas vraiment de chef. Enfin, on n'a pas vraiment une personne qui contrôle le pays. C'est plutôt l'importance des Lorders, en fait, qui est capitale dans cette histoire. Donc les Lorders, ce sont des soldats, enfin moi je le vois comme ça, qui sont un peu postés là n'importe où et qui observent tous les faits et gestes des habitants. Et à peine ils remarquent une sorte de révolte en fait, il suffit qu'une personne dessine quelque chose, un disparu par exemple, quelqu'un qui a été effacé, et c'est bon, ils sont emmenés, mais le problème c'est qu'on ne sait pas où ces gens partent, on ne sait pas ce que les Lorders leur font. Aussi, il y a beaucoup de questions par rapport aux Lorders, on ne sait pas parce que ces personnes sont quand même assez froides, sont assez dures, elles restent plantées là pendant des heures, on ne sait pas trop si c'est vraiment des humains ou si c'est des machines, on ne sait pas. On sait pas en fait, c'est des gens assez bizarres. Et, dans le premier tome, on n'avait pas vraiment d'informations sur ces Lorders. Dans ce deuxième tome, Kila commence à s'intéresser un peu à eux, notamment à cause de Ben. Donc elle fait face à un dilemme, comme je le disais, entre le LRU et le gouvernement. Et elle est tiraillée en fait, elle sait pas trop quel choix faire. Il y a des vies qui sont en jeu, tout ça. Enfin, des choses qu'on retrouve habituellement, je trouve, dans les romans young adultes. Donc j'ai trouvé que la première partie du livre était assez longue, peut-être parce que Kila était encore à la recherche de son passé en fait, de son elle du passé, pour savoir qui elle a été. Et la deuxième partie était plus dans l'action parce qu'il fallait qu'elle fasse des choses soit pour le LRU, soit pour le gouvernement, enfin voilà, ça dépendait des cas. Et donc il y avait plus d'action, j'ai trouvé, dans la deuxième partie du roman. Dans le premier tome, Kila voulait trouver qui elle avait été, son nom, d'où elle venait, tout ça. Et dans ce deuxième tome, finalement, Kila a trouvé qui elle était et elle a envie de savoir ce qu'elle va devenir et qui elle veut devenir. Et je pense que le troisième tome va être très intéressant et qu'on aura peut-être plus d'informations sur les Lorders, ce qui manque un peu, plus d'informations sur... comment dire, voilà, enfin, plus d'informations sur comment le gouvernement est créé, qui c'est qui le fait tourner, tout ça, enfin qui c'est qui est à la tête de ce pays, voilà, des choses comme ça qui restent encore assez vagues. Donc j'ai préféré ce deuxième tome au premier et je lui ai mis 8 sur 10. Donc voilà, c'est tout pour ma vidéo, cette fois-ci c'est terminé. Donc le bilan de mai a vraiment été très maigre, je n'ai lu qu'un livre, comme je vous l'avais dit, de toute façon j'ai passé pas loin de 3 semaines pour lire celui-là. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!